La Seconde Guerre mondiale rassemble certains des épisodes les plus intenses et brutaux du XXe siècle, avec des scènes de violence extrême, des enfermements forcés et des disparitions massives. Dans ce même contexte apparaissent des énigmes qui, même après des décennies, restent non résolues. Certains cas incluent des disparitions sans enregistrement complet. D'autres impliquent des découvertes comme le supposé train nazi caché sous terre dans une région de Pologne. Bien que plus de 80 ans se soient écoulés depuis la fin de cette guerre, beaucoup de ces épisodes n'ont toujours pas de réponse vérifiable. Quels sont ces 25 événements précis qui, encore aujourd'hui, restent entièrement inexpliqués? Qui a révélé la cachette d'Anne Frank? Pendant des décennies, de nombreuses versions ont tenté d'expliquer comment les officiers allemands ont réussi à retrouver Anne Frank, sa famille, et d'autres personnes cachées dans un immeuble d'Amsterdam. La théorie la plus répandue indique que quelqu'un de leur entourage aurait informé la police secrète, ce qui a permis l'arrestation des 8 occupants de l'annexe cachée. Cependant, une nouvelle révision suggère que tout cela est arrivé par coïncidence lors d'une enquête sur une autre activité sans rapport. L'équipe du musée de la maison d'Anne Frank analyse des extraits du propre journal de la jeune fille pour comprendre ce qui s'est passé. Dans une entrée écrite en mars 1944, elle mentionne l'arrestation de 2 hommes qui trafiquaient des coupons de rationnement échangés contre de la nourriture durant l'occupation allemande. Ces personnes étaient liées à l'entreprise située à la même adresse que la cachette. Elle note qu'après leur arrestation, ils n'avaient plus accès à ces bons. Selon cette nouvelle approche, les agents qui fouillent le bâtiment en août 1944 ne cherchent pas activement des personnes persécutées, mais suivent une piste liée à la falsification de documents. Certains registres officiels indiquent que les agents impliqués travaillaient sur des affaires de transfert d'argent et de bijoux, sans spécialisation dans la traque des cachettes de juifs. Le temps qu'ils passent sur place soulève également des doutes, car il dépasse largement celui d'une arrestation rapide. Pendant des années, plusieurs personnes furent accusées d'avoir dénoncé la cachette, dont un employé du père d'Anne Frank, sa femme ou un collaborateur des autorités allemandes. Aucune de ces accusations ne put être confirmée par des preuves concluantes. Cette enquête récente suggère que la famille a pu être découverte en raison de l'attention suscitée par l'activité illégale d'autres personnes opérant dans le même bâtiment. Anne Frank meurt peu après dans un camp de concentration. Son père, Otto Frank, est le seul survivant parmi les 8 cachés. Il parvient à récupérer le carnet de sa fille et à le publier, en faisant l'un des témoignages les plus connus sur le régime allemand aux Pays-Bas. Le nazi fugitif mort dans l'ombre du Vatican, Otto Wächter, l'un des hauts responsables du régime nazi en Pologne occupée, parvient à échapper au procès de Nuremberg après avoir été accusé de la déportation massive de plus de 130 000 personnes, dont des milliers d'enfants. Tandis que ses anciens collègues comparaissent devant des tribunaux internationaux, il se cache dans les Alpes autrichiennes pendant plus de 3 ans avant de réussir à atteindre Rome sous une fausse identité et avec l'aide d'un réseau secret. Dans la capitale italienne, il trouve refuge dans une résidence ecclésiastique tout en planifiant sa fuite vers l'Amérique du Sud. La voie clandestine qu'il emprunte, connue sous le nom de Ratlin, relie plusieurs nazis en fuite à des destinations sûres grâce à la collaboration de membres de l'Église et, selon certains documents, avec l'aval de secteurs américains intéressés par les informations que ces hommes pouvaient fournir dans le nouveau contexte de la guerre froide. Wächter vit sous le nom de Reinhardt et garde contact avec son épouse Charlotte, qui lui envoie des lettres affectueuses et vend même des œuvres d'art volées pour financer sa cavale. Dans ce contexte, il finit par mourir dans des circonstances jamais élucidées. Son corps est béni par un évêque autrichien connaissant sa véritable identité et l'ayant soutenu lors de son séjour secret à Rome. Son fils Horst conserve pendant des décennies une vaste collection de lettres, journaux et documents personnels qui révèlent non seulement la proximité de la famille avec l'idéologie nazie, mais aussi des détails compromettants sur l'implication de Wächter dans la machine d'extermination. Horst, toutefois, défend l'image de son père et suggère qu'il pourrait avoir été victime d'un complot secret. Philipp Sands, auteur du livre retraçant cette affaire, trouve des indices qui soutiennent plusieurs hypothèses, mais aucune ne s'impose clairement. La proximité avec des membres de la SS, la visite à un ancien officier avant sa mort et l'implication de services secrets laissent ouverte la possibilité d'une opération clandestine.
Plus de 70 ans plus tard, la mort de Vecteur reste sans réponse claire. Le mystère demeure. Le trésor d'Edwin Rommel. Pendant les derniers mois du conflit en Afrique du Nord, le maréchal de camp allemand Erwin Rommel et ses subordonnés accumulent une grande quantité de biens pillés alors que leur unité opère sur le territoire tunisien, plus précisément sur l'île de Djerba. La valeur attribuée à ce butin dépasse 20 millions de livres en or, bijoux et autres objets de grande valeur appartenant à des citoyens juifs de la région. Cette opération, menée par des éléments du Troisième Reich, s'ajoute à une série de confiscations systématiques effectuées par différentes unités allemandes dans des musées, propriétés privées et espaces publics des territoires qu'ils occupent tout au long du conflit. À la fin de la guerre, de nombreux récits commencent à circuler sur de grandes quantités de richesses cachées par des soldats nazis qui prévoyaient de les récupérer plus tard. Bien que le trésor soit généralement associé au nom de Rommel, certains indiquent qu'il ne participe pas directement à son transport. L'histoire est cependant restée connue sous le nom d'or de Rommel. Selon les témoignages disponibles, les objets volés sont envoyés en Corse, une île située entre la France et l'Italie, avec l'intention de les transporter ensuite vers le territoire allemand. Le plan initial prévoyait un transport maritime de la Corse à travers la mer Tyrrhénienne, mais le chargement aurait coulé avant d'arriver à destination. Cet épisode suscite l'intérêt des chasseurs de trésors et est même mentionné dans un roman de James Bond, où 2 plongeurs meurent en essayant de retrouver le trésor perdu. L'un des témoignages les plus cités provient de Peter Flake, un jeune ingénieur tchèque de 21 ans qui, selon le récit, collabore avec Rommel en tant que plongeur militaire. Après avoir travaillé au déminage naval et à la récupération de navires dans le port italien de La Spezia, Flake reçoit des ordres secrets du capitaine Ludwig Dahl pour se rendre en Corse. Là, il se voit confier une mission totalement confidentielle. Arrivé à Bastia, le capitaine le conduit dans un ancien quartier général allemand, où se trouvent 3 lieutenants avec lesquels il coordonne la phase suivante du transport. Après l'échec du plan initial de traverser l'Italie par voie terrestre à cause d'attaques aériennes et d'embuscades, le groupe choisit de submerger 6 caisses métalliques dans les eaux proches de la côte afin de les récupérer plus tard. Des années plus tard, des chercheurs trouvent une photographie familiale d'un officier des SS détenu dans le camp de Dachau. Au dos de l'image apparaissent des coordonnées indiquant un point proche de la côte de Bastia. On pense qu'elles pourraient être liées à l'emplacement exact du chargement. Cependant, le temps passé et l'exposition à l'eau salée auraient pu endommager les caisses, laissant le trésor enterré sous le fond marin. Toute tentative de récupération nécessiterait une opération technique complexe et de grande envergure. La disparition de Heinrich Müller, qui occupe le poste de chef de la Gestapo pendant le Troisième Reich, est l'une des figures les plus proches des centres de décision du régime nazi. Sa localisation après la chute de Berlin en 1945 reste pendant des décennies l'une des grandes questions de la fin de la guerre. Il est vu pour la dernière fois dans le bunker où se concentrent les principaux dirigeants nazis durant les derniers jours du conflit. À ce moment-là, Müller affirme qu'il ne se laissera pas capturer par les forces soviétiques. Depuis, aucune recherche menée par les autorités britanniques ou américaines ne parvient à confirmer s'il s'est échappé vers l'Amérique du Sud ou s'il est mort lors des derniers combats dans la capitale allemande. Bien plus tard, l'historien Johannes Tuchel présente des preuves suggérant que Müller est mort à Berlin en 1945 et que son corps a été enterré dans un cimetière juif. Selon ses recherches, le cadavre est d'abord enterré sur un terrain proche du quartier général de la Luftwaffe, puis transféré dans une fosse commune au cimetière de Berlin-Mitte. Ce cimetière, créé au XVIIe siècle, avait été profané par les nazis pendant le conflit et, à la fin de la guerre, contient 16 fosses communes avec les restes de plus de 2700 personnes décédées pendant les bombardements et l'effondrement de la ville. Tuchel a accès à des documents reliant cette information au témoignage d'un fossoyeur de l'Allemagne de l'Est qui se souvient d'avoir enterré un individu vêtu d'un uniforme de général. Les décorations trouvées près du corps correspondent à celles attribuées à Müller durant sa carrière, et les archives allemandes et américaines soutiennent cette version. Selon l'historien, tous les éléments concordent pour indiquer que le chef de la Gestapo est effectivement enterré à cet endroit. Müller avait été policier dans sa jeunesse et a reçu une formation militaire durant la Première Guerre mondiale. Par la suite,
Il intègre la SS et travaille sous le commandement direct de Reinhard Heydrich. En 1942, il assiste à la conférence de Wannsee où la solution finale est définie. Son rôle de bureaucrate de la terreur le place parmi les principaux responsables de l'Holocauste et de l'exécution des prisonniers soviétiques. La possibilité que ces restes partagent un terrain avec des victimes du même régime suscite un rejet, bien que les règles religieuses empêchent toute exhumation, laissant une partie du mystère sans réponse. Le secret que Göring a emporté avant sa condamnation, Hermann Göring, empêche l'exécution de la sentence prononcée par le tribunal de Nuremberg en prenant une décision inattendue quelques heures avant l'heure prévue. Le 15 octobre 1946, vers 10h44 du soir, il ingère une substance dans sa cellule. Il le fait malgré les mesures de sécurité imposées par les forces alliées, ce qui soulève une question qui persiste depuis des décennies. Comment cet élément est-il parvenu entre ses mains? Depuis sa capture, Göring représente le plus haut dignitaire nazi encore aux mains des Alliés. Adolf Hitler, Joseph Goebbels et Heinrich Himmler avaient déjà disparu de la scène et Martin Bormann n'avait pas été localisé. Lors du procès, l'ancien maréchal du Reich tente de se positionner comme la figure centrale des accusés, intervient fermement lors des audiences et laisse une impression marquante. Pourtant, son parcours récent est affecté par sa dépendance aux médicaments, les échecs stratégiques à la tête de la Luftwaffe et son éloignement du noyau du pouvoir nazi. Dans les derniers jours du conflit, il est destitué par ordre direct de Hitler, après avoir proposé de prendre la tête si le Führer ne pouvait plus continuer. En prison, il parvient à retrouver une partie de son énergie sous la surveillance du colonel Burton Andrus, perd considérablement du poids et développe des relations avec certains officiers américains. L'un d'eux, le lieutenant Jack Willis, avec qui il partage le goût de la chasse, devient une figure clé dans les conjectures sur la façon dont il a accédé à ce qu'il a utilisé plus tard. Willis avait la permission d'entrer dans le dépôt où étaient conservés les effets personnels des détenus, et on suppose qu'il a pu récupérer un petit contenant caché dans un pot de crème. Leur relation devient si proche que Göring lui offre une photo dédicacée, un stylo précieux et une montre gravée à son nom. Une autre version apparaît plus tard. Herbert Lee Stivers, ancien soldat américain chargé de la surveillance à Nuremberg, déclare en 2005 avoir remis un objet apparemment inoffensif à la demande d'inconnus, qui affirmait que cet objet devait parvenir à Göring pour des raisons médicales. Bien que son récit ait été mis en doute par d'autres témoins, on considère aussi que le médecin Ludwig Pflücker aurait pu être impliqué dans l'affaire. Malgré les lettres que Göring laisse et où il affirme avoir été préparé à l'avance, le mystère sur la façon dont il a exécuté son plan demeure entier. Le bombardier coincé dans le marais de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans une zone isolée de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où le marais d'Agambo s'étend parmi une végétation dense, une humidité extrême et des dangers constants comme des crocodiles énormes et des moustiques transmettant la malaria, une découverte insolite attire l'attention en 1972. Des membres de la force aérienne australienne trouvent dans ce terrain hostile un avion de guerre complètement hors de place. Il s'agit d'un B-17E Flying Fortress, un modèle de bombardier lourd à 4 moteurs utilisé par l'aviation américaine. L'appareil avait été initialement piloté par le capitaine Fred Eaton, qui l'avait conduit lors de l'une des premières offensives aériennes de l'aviation militaire des États-Unis pendant le conflit mondial. Jusqu'en 1941, le gouvernement américain avait tenté de garder une certaine distance face aux combats en Europe, et après ce vécu durant la Grande Guerre, la population n'était pas motivée à voir à nouveau ses soldats déployés. Cependant, la situation change drastiquement après l'attaque japonaise contre la base américaine de Pearl Harbor. Cette attaque, menée par un allié direct des puissances de l'Axe, cause la mort de milliers de personnes. L'ampleur de cet acte fait que la seule réaction possible du pays est la déclaration de guerre. Alors qu'une partie de l'effort de guerre se concentre à affronter le régime nazi en Europe, une autre partie considérable se dirige vers le front du Pacifique. L'armée japonaise est bien équipée et prête à résister. Ce front se solde par plus de 100 000 soldats américains tués. Dans ce contexte, le destin du bombardier B-17E piloté par Eaton prend un tournant inattendu. L'appareil est attaqué par des chasseurs japonais après avoir participé à une offensive contre des navires ennemis en Nouvelle-Bretagne, zone alors occupée par le Japon.
Bien que la structure de l'avion reçoive des impacts, la cause de sa chute est le manque de carburant. L'objectif initial était de retourner à Longreach, dans le Queensland, Australie, mais l'avion finit par s'écraser dans le marais d'Agumbo le 23 février 1942. Malgré les circonstances adverses, les membres de l'équipage survivent pendant 6 semaines en se déplaçant à pied. Pendant ce temps, ils affrontent des maladies comme la malaria et des températures accablantes. Lorsqu'ils parviennent à retrouver les forces alliées américaines, les membres de l'équipage reçoivent une nouvelle affectation aérienne à peine une semaine après. Par coïncidence, ce B-17E avait appartenu au escadron Kangourou, un groupe qui était parti de San Francisco vers Pearl Harbor le même jour que l'attaque japonaise, le 7 décembre 1941. Cette coïncidence contribue au désastre, car le personnel radar à Hawaï pense que les avions qui apparaissent sur l'écran correspondent à l'escadron attendu, et non à l'ennemi. Ce bombardier spécifique, cependant, ne voyage pas avec eux ce jour-là. Son arrivée se produit peu de temps après le bombardement. Des années plus tard, dans les années 80, l'intérêt pour extraire l'avion de l'endroit où il était coincé surgit. David Talichet, qui avait été pilote pendant le conflit et collectionnait des avions historiques, mène l'opération avec sa famille et un spécialiste du sauvetage aérien nommé Alfred Hagen. Pour l'année 2006, le sauvetage de l'appareil est déjà terminé. Il le baptise « Fantôme du Marais » et avec le temps, il devient une pièce légendaire parmi les chercheurs et les passionnés d'histoire aéronautique militaire. Il est considéré comme le B-17E en meilleur état parmi les rares qui ont été retrouvés. En février 2010, il obtient la permission d'être envoyé aux États-Unis. Finalement, le 10 avril 2013, l'appareil arrive à Hawaï pour être exposé au musée de l'aviation du Pacifique, situé à Pearl Harbor. Le drapeau nazi de Hitler. Dans l'appareil symbolique du régime nazi, l'un des objets les plus importants est la Blutfahne, ou drapeau de sang. Ce étendard est marqué après les événements de la tentative de coup d'État à Munich en 1923, lorsqu'un groupe de partisans d'Hitler tente de prendre le pouvoir en Bavière. Lors de la marche vers le ministère de la Défense, plusieurs participants sont abattus par la police locale. L'un d'eux tombe sur le drapeau de la section d'assaut numéro 5, le trempant de son sang. À partir de ce moment, ce symbole commence à occuper une place privilégiée dans le rituel politique du nazisme. Après le procès, Hitler reprend le contrôle du parti et transforme la Blutfahne en un objet cérémonial. Il ordonne de la monter sur une hampe avec une plaque où sont gravés les noms des 16 membres morts lors du putsch. Il désigne également un gardien permanent des SS chargé de la transporter à chaque congrès. Lors des événements du parti, Hitler utilise ce drapeau pour bénir d'autres insignes nazis, les touchant avec lui pendant une cérémonie de consécration. Il est aussi présent lors des cérémonies d'entrée de nouveaux membres des SS, où il fait partie du serment symbolique. La Blutfahne est conservée dans la Maison Brune, siège du parti à Munich, sous une surveillance spéciale. Son état reste intact, sauf une petite déchirure laissée en souvenir du combat. Durant toute la décennie des années 30, le drapeau est régulièrement exposé lors de défilés et d'actes publics. Sa dernière apparition enregistrée a lieu en octobre 1944, lors d'une cérémonie présidée par Himmler. Après ce moment, toute trace disparaît. Certaines versions indiquent que le drapeau est retourné au siège et disparu au milieu des bombardements. D'autres suggèrent qu'il a été capturé comme butin par les troupes alliées entrant à Munich en 1945. Il est même suggéré qu'il pourrait être conservé, non identifié, dans une maison privée à l'étranger. À ce jour, le sort de la Blutfahne reste inconnu. Le symbole le plus chargé de poids rituel pour le régime d'Hitler demeure disparu, devenu l'un des objets les plus recherchés et énigmatiques de cette période. Le vol 19 dans le triangle des Bermudes. En décembre 1945, 5 avions torpilleurs modèle Avenger de la marine américaine décollent de la base de Fort Lauderdale pour une mission d'entraînement routinière au-dessus de l'Atlantique. Ils sont pilotés par 14 hommes, presque tous expérimentés, et le temps ne pose pas de difficulté au début du vol. Cette patrouille, connue sous le nom de vol 19, suit un trajet triangulaire simple, vers l'est au-dessus de l'océan, un virage vers le nord, puis un retour vers le sud au-dessus des terres. Ce qui devait durer quelques heures se transforme en l'un des incidents les plus déconcertants de l'histoire militaire.
La dernière communication claire vient du commandant de la mission, le lieutenant Taylor. On l'entend dire qu'ils ont perdu leur orientation, qu'ils ne voient aucune terre, que tous les instruments tombent en panne. La radio transmet des messages confus, des voix superposées et des indications contradictoires. Certains pilotes pensent voler au-dessus des cailles de Floride, d'autres affirment s'être égarés vers le golfe du Mexique. La tour tente de les guider, mais les signaux s'affaiblissent jusqu'à disparaître complètement. Aucun des 5 appareils ne revient. Quelques heures plus tard, un hydravion Martin Mariner avec 13 personnes à bord décolle pour chercher l'escadron perdu. 20 minutes après le décollage, il disparaît aussi sans laisser de traces. En tout, 27 personnes s'évanouissent en un seul jour. La marine lance une enquête approfondie. Des navires et des avions ratissent la zone pendant plusieurs jours. On émet l'hypothèse d'une désorientation massive due à une possible tempête géomagnétique, bien qu'aucune preuve météorologique claire ne le confirme. Certains rapports internes suggèrent des erreurs de navigation combinées à des problèmes techniques. Toutefois, le rapport final ne parvient pas à fournir une explication concrète et qualifie l'affaire de cause inconnue. L'histoire du vol 19 alimente depuis lors des théories allant d'erreurs humaines à des phénomènes inexpliqués. Leur disparition devient l'un des piliers du mythe du triangle des Bermudes. 70 ans plus tard, la localisation exacte des avions et des 27 personnes reste inconnue. Le trésor de Yamashita aux Philippines. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les forces de l'Axe commencent à perdre du terrain, l'un des officiers les plus reconnus de l'armée japonaise, Tomoyuki Yamashita, dirige la défense des Philippines face à l'avance alliée. Face au siège mené par le général MacArthur, des rumeurs évoquent une décision inattendue, cacher une énorme quantité d'objets de valeur en différents points de l'archipel. Il s'agit de biens accumulés pendant les campagnes militaires, provenant du pillage de villes asiatiques occupées. L'histoire raconte que ces cargaisons sont enterrées dans un réseau de tunnels secrets dans le but d'empêcher leur récupération par les vainqueurs. Le général Yamashita se rend en septembre 1945. 5 mois plus tard, il fait face à un tribunal militaire qui le condamne. Lors du procès, il reçoit des questions directes sur l'emplacement de ce supposé butin, mais évite de donner des réponses claires. Son silence donne naissance à un récit qui perdure des décennies. Un ensemble de lingots, de pierres précieuses et de statues cachées sous terre, encore non découverts. Des groupes de recherche locaux s'organisent année après année dans l'espoir de trouver une trace. Après de longues journées sans succès, un tournant survient en 1970, quand un explorateur nommé Rogelio Roxas découvre des restes d'une cage possible. Une figure en or en forme de Bouddha et d'autres objets enterrés près de la ville de Baguio. Cette découverte engendre de nouvelles expéditions à travers les Philippines. L'idée que Roxas n'a trouvé qu'une infime partie du trésor caché alimente la fièvre de l'or de Yamashita. Cependant, malgré l'utilisation de nouveaux outils technologiques tels que des capteurs thermiques ou des scans laser, aucune autre preuve n'apparaît. Certaines versions affirment que ce qui a été découvert a été volé par d'autres groupes. D'autres suggèrent que Yamashita lui-même a exagéré les faits pour semer la confusion parmi ses poursuivants. Ces dernières années, les travaux de fouilles continuent, mais sans résultat concluant. À ce jour, le soi-disant trésor de Yamashita reste hors de portée et son existence demeure l'un des grands mystères non résolus du conflit. La fresque de la salle à manger navale dans les îles Orcades. Sur l'île de Lamb Holm, faisant partie de l'archipel des Orcades, se trouve une petite construction en béton abritant une cantine militaire où les marins britanniques se retrouvent entre les services pour manger et se reposer. Dans cet espace, apparaît une fresque peinte directement sur le mur, signée uniquement par les initiales A. Edwards. L'auteur reste inconnu. La fresque montre une scène de style classique avec des motifs marins et des détails décoratifs qui ne correspondent pas au profil d'un soldat ordinaire. On y représente un environnement serein avec des colonnes, des fruits, des instruments et des éléments suggérant une connaissance technique de l'art et de la composition visuelle. Bien que la peinture n'ait pas de narration politique ou militaire évidente, sa présence dans une cantine fonctionnelle de la Royal Navy attire l'attention par son niveau de détail et son style académique. Pendant des décennies, des historiens du patrimoine militaire britannique ont tenté de découvrir qui se cache derrière cette signature. A. Edwards n'apparaît dans aucune liste de personnel naval,
ni dans les archives des artistes recrutés ou collaborateurs civils de la base. Il ne figure pas non plus parmi les prisonniers de guerre italiens qui ont construit la célèbre chapelle italienne voisine, connue pour ses fresques religieuses. La cantine où se trouve la fresque n'est pas un lieu ouvert au public, et l'accès aux archives des équipages ayant séjourné à Lambholm dans les années 40 est incomplet. Les premières recherches suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un membre de l'équipage temporairement affecté à l'île, peut-être avec une formation préalable en peinture décorative ou artistique civile. D'autres théories évoquent un hommage codé ou un message interne entre membres de la marine, bien que rien dans l'œuvre ne soutienne directement ces idées. Le nom, qui ressemble à une signature, pourrait être un pseudonyme, une altération du vrai nom, ou même une phrase à signification cachée. Jusqu'à présent, aucune autre œuvre similaire signée par cette personne n'a été identifiée. Malgré les efforts pour retracer l'origine de la peinture, les chercheurs ne parviennent pas à confirmer qui en est l'auteur ni pourquoi elle a été réalisée. La fresque reste en place, protégée comme pièce historique, tandis que le nom A.E. Words demeure une énigme non résolue. La base nazie perdue dans l'Arctique. Sur une île reculée proche du pôle Nord, une équipe de scientifiques russes redécouvre en 2016 les vestiges d'une ancienne installation secrète construite par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Le site se situe à Alexandraland, à environ 1000 km du pôle Nord, et reste pendant des décennies caché sous la neige et la glace de l'Arctique, hors de portée des explorateurs et archéologues. Le lieu est enregistré sous le nom de code Schatzgräber, qui signifie en allemand « chasseur de trésors ». Bien qu'officiellement il fonctionne comme une station météorologique stratégique, sa dénomination suscite des soupçons sur d'éventuelles missions supplémentaires. Certaines hypothèses avancent que son objectif pourrait inclure la recherche d'objets anciens ou des activités en dehors du cadre habituel d'une installation scientifique. La base commence à fonctionner en 1942, un an après le début de l'invasion allemande de l'Union soviétique. Son emplacement est clé pour les opérations militaires dans le Nord, car elle collecte des données atmosphériques essentielles pour diriger les mouvements de sous-marins, flottes et troupes dans l'Atlantique Nord. Le climat extrême de la région fait que l'équipe travaillant à la station reste complètement isolée pendant de longues périodes. En 1944, la situation change drastiquement lorsque les occupants consomment de la viande d'ours polaire contaminée et tombent gravement malades. L'intoxication oblige à l'évacuation complète du personnel, secouru par un sous-marin allemand. Depuis, la base est abandonnée et avec le temps, son emplacement exact tombe dans l'oubli. Des décennies plus tard, en plein Alexandraland, des chercheurs russes localisent les ruines gelées de l'établissement. Ils trouvent plus de 500 objets conservés dans des conditions remarquables grâce au climat polaire. Balles, fragments de construction, uniformes et un ensemble de documents en relativement bon état. Les structures montrent des restes de bunkers, des systèmes de stockage et des traces de la vie quotidienne du personnel qui a habité la station pendant 2 ans. Cette découverte relance les théories sur l'usage alternatif de la base. Bien que son but officiel ait été de recueillir des rapports météorologiques, le nom de code et son caractère isolé suscitent des doutes parmi les experts. L'île, autrefois disputée, fait désormais partie du territoire russe, qui prévoit d'installer une nouvelle base permanente au même endroit. L'énigme sur les véritables fonctions de Schatzgräber reste ouverte. Le voyage du sous-marin U-530 vers l'Argentine. Peu après la fin du conflit en Europe, un sous-marin allemand apparaît au large des côtes argentines sans avertissement préalable. L'U-530, un navire de classe NIXC 40, arrive au port de Mar del Plata le 10 juillet 1945, plus de 2 mois après la capitulation allemande. Son commandant, Otto Wermuth, informe par signaux qu'il souhaite se rendre aux autorités locales, ce qui suscite surprise et inquiétude parmi les marins argentins. Après plusieurs manœuvres, le sous-marin est amarré au quai et sa reddition est officialisée. La situation soulève immédiatement une série de questions. L'équipage, composé de jeunes hommes vêtus d'un uniforme de cérémonie, ne remet ni registre de navigation, ni carte, ni documents, car ils ont été détruits avant de toucher terre. Ils ne possèdent pas non plus d'armes ni de torpilles. Cette absence de preuves alimente les conjectures. Certains médias suggèrent que l'U-530
aurait pu transporter des hauts dirigeants du régime nazi qui auraient débarqué auparavant sur une plage proche, profitant de la côte étendue et peu surveillée de la province de Buenos Aires. Parmi les versions circulant, on évoque même la possibilité que Hitler se soit secrètement échappé à bord de ce sous-marin. Les interrogatoires de l'équipage, menés par les forces argentines puis par les Alliés, se multiplient sans trouver de preuves solides pour étayer ces théories. Cependant, la presse internationale relaie ces hypothèses et plusieurs officiers allemands doutent que le navire livré soit bien le même U-530 original. La disparition du radeau principal du sous-marin ajoute encore au mystère. Selon des enquêtes locales, un bateau similaire est apparu quelques jours plus tôt sur une plage proche de Mar del Sud, sans équipage. L'implication de l'U-530 dans l'explosion du croiseur brésilien Bahia est également suspectée, bien qu'une commission ait conclu à un accident interne. Malgré les rapports techniques et les déclarations officielles, le parcours final de l'U-530 et son véritable but restent enveloppés de mystère. L'affaire continue d'alimenter des théories qui ne sont pas encore complètement écartées. Le train de l'or nazi de Walbrzych. Dans la région montagneuse de Basse-Silésie, près du château de Xiaz, s'étend un réseau souterrain de tunnels construit par le régime nazi durant les dernières années de la guerre. À l'intérieur de ce complexe, appelé projet Riez, émerge l'un des récits les plus persistants du conflit, la supposée dissimulation d'un train militaire rempli d'objets de valeur. L'histoire parle de plusieurs wagons blindés qui disparaissent en 1945, juste au moment où les troupes soviétiques avancent sur le territoire polonais. L'affaire gagne en notoriété publique lorsque Tadeusz Slowikowski, un ancien cheminot polonais, affirme avoir reçu des informations directes sur l'emplacement du train de la part d'un Allemand qui l'avait aidé lors d'une bagarre. Au fil du temps, Slowikowski collecte documents, plans et photos et s'installe dans la ville de Walbrzych où l'accès au système de tunnels est restreint. Sa quête devient personnelle après avoir perdu sa mère à Auschwitz. Au fil des décennies, il dénonce menaces, perquisitions et surveillance. En 2015, 2 chercheurs affirment avoir localisé le train grâce aux indications de Slowikowski. Ils engagent un cabinet juridique pour réclamer 10% de la valeur de la découverte. Bien que le gouvernement polonais évite de confirmer publiquement la découverte, la nouvelle suscite un intérêt international et rouvre les débats sur le contenu du convoi. On suppose que pourraient s'y trouver des documents officiels du Troisième Reich, des œuvres d'art, des lingots, des armes, et même des restes de la chambre d'ambre qui avait jadis décoré une salle entière du palais impérial russe. Les autorités locales et les organismes de mémoire historique débattent de qui aurait droit à ces objets en cas de découverte. Le Congrès juif mondial avertit que si des biens pris à des familles déportées sont trouvés, ils doivent être rendus à leurs héritiers. Des représentants de l'État polonais considèrent que tout le contenu fait partie du patrimoine national. Depuis la Russie, certaines voix revendiquent les objets impériaux si leur présence à bord est confirmée. Le train n'a toujours pas été retrouvé, mais les tunnels continuent d'être étudiés. La combinaison de registres incomplets, d'intérêts privés et de rumeurs non confirmées maintient ouverte la possibilité que le convoi soit toujours caché sous terre. Les Foo Fighters, des lumières qui poursuivent dans l'obscurité. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les rapports de l'escadron 415 de chasseurs de nuit commencèrent à inclure des détails inhabituels. En plus de décrire des affrontements au-dessus du Rhin, les membres d'équipage mentionnaient des lumières oranges très intenses placées près de leurs ailes sans laisser de traces sur les radars. Une nuit de novembre 1944, 3 membres de cet escadron volaient dans la zone nord de Strasbourg lorsqu'ils remarquèrent entre 8 et 10 éclats brillants sur leur flanc gauche. La manœuvre pour s'approcher ne donna rien. Les objets disparurent, puis réapparurent plus loin, comme s'ils faisaient partie d'un même motif. Ces lumières, sans forme solide visible, inspirèrent l'un des membres d'équipage à les baptiser d'un terme tiré d'une bande dessinée populaire de pompiers, Foo Fighters. Les rapports s'accumulèrent. Les lumières suivaient les avions à grande vitesse, prenaient des couleurs comme rouge, orange ou vert, se montraient seuls ou en groupe, surpassaient les manœuvres défensives et n'étaient jamais enregistrés par les instruments. En mars 1942, un bombardier Wellington piloté par des Polonais survolait l'Allemagne lorsque son artilleur arrière aperçut une lueur de la taille de la Lune. Il s'en approcha à moins de 200 mètres, reçut des tirs depuis la tourelle sans subir de dégâts.
puis se plaça près de l'aile. Les tirs de face ne l'affectèrent pas non plus. Après quelques minutes, il s'éloigna. Un autre avion, qui suivait, vécut une expérience similaire, mais son équipage préféra ne pas en faire état. En octobre 1944, un autre escadron américain détecta un objet derrière l'un de ses avions. Le pilote effectua des manœuvres d'évasion, entra dans des nuages denses et ne le revit jamais. Le radariste fut profondément troublé. Les archives recensent plus d'une centaine d'observations en Europe occidentale, en Méditerranée et dans le Pacifique. Des cas furent aussi notés en Europe de l'Est et en Afrique du Nord. Avant d'être appelés Foo Fighters, beaucoup de pilotes les nommaient la lumière ou la chose. Certaines versions parlaient de formes cylindriques ou avec des fenêtres, voire d'objets ressemblant à des baignoires inversées. Les attaques ne les affectèrent pas. Parfois, ils apparaissaient dans des zones sans activité aérienne connue. Pendant les bombardements sur l'Allemagne, le ciel était rempli de fusées éclairantes, de marqueurs et de projecteurs. Les équipages savaient les reconnaître. Les soi-disant épouvantails explosaient dans l'air en simulant des abattages, bien que souvent réels. Aucun de ces effets ne correspondait au comportement des Foo Fighters. Dans les rapports alliés, des théories furent avancées sur des armes allemandes comme des missiles anti-aériens ou des appareils à guidage radio. Les soupçons sur les roquettes étaient fréquents depuis 1943. Cependant, il était difficile d'expliquer comment ces dispositifs pouvaient se déplacer aussi vite, changer de trajectoire et résister aux tirs. Les enquêtes n'ont pas apporté de réponse claire. Fin 1944, des rapports apparurent aussi depuis le Pacifique. Des bombardiers au-dessus du Japon racontèrent avoir vu des sphères lumineuses flotter près de leur trajectoire. Certains suggérèrent un lien avec l'Allemagne, bien qu'il fût trop tard pour que cette technologie soit utilisée. À la fin du conflit, les observations diminuèrent et le phénomène cessa d'être étudié. Les mentions des Foo Fighters réapparurent des décennies plus tard, comparées à des rencontres modernes avec des objets non identifiés. Bien que les explications n'aient jamais été confirmées, les témoignages des pilotes restent l'un des plus larges recensements de lumières anormales en combat. Rien de ce qui fut trouvé dans les archives secrètes allemandes, ni dans les interrogatoires de leurs techniciens, ne résolut l'énigme. Les Foo Fighters disparaissent à la fin de la guerre, sans laisser de traces physiques ni d'explications techniques. Il ne reste que les récits de ceux qui les virent à quelques mètres sans pouvoir comprendre ce qu'ils étaient. La trahison contre Jean Moulin. Jean Moulin, sous le pseudonyme de Max, coordonne les mouvements clandestins dans la France occupée. Après avoir consolidé le Conseil national de la résistance et structuré l'armée secrète, il réussit à faire agir différents groupes comme un seul. Avec le soutien direct de Charles de Gaulle, il établit un contact avec Londres et prépare la résistance à soutenir un futur débarquement allié. En juin 1943, lorsque le réseau clandestin atteint son apogée, une réunion clé est organisée à Lyon pour désigner le successeur de Charles Delestraint, récemment capturé par la Gestapo. Cette réunion se termine par l'arrestation de plusieurs dirigeants, dont Moulin. Un seul réussit à quitter les lieux sans être arrêté, René Hardy. Hardy, ancien ingénieur ferroviaire, fait partie de la résistance et avait été arrêté par les Allemands quelques jours auparavant. Après sa libération inattendue, il se présente à la réunion sans être convoqué et est le seul à s'échapper. Ensuite, il disparaît sans laisser de traces. Après la guerre, son comportement fait de lui le principal suspect d'avoir trahi le lieu de la réunion. Bien que les procès ouverts n'aient pas permis de preuves suffisantes pour le condamner, son nom suscite des doutes persistants. En 1987, Klaus Barbie, chef de la Gestapo à Lyon, déclare qu'Hardy avait collaboré comme informateur. Aucun tribunal ne valide cette accusation, mais le soupçon demeure. Moulin est conduit à la prison de Montluc, où Barbie l'interroge. Pendant plusieurs jours, il subit des tortures continues qui le laissent à l'agonie. Il est transféré en train vers l'Allemagne, mais meurt en chemin de ses blessures. Il ne révèle jamais d'informations, ni n'identifie de collaborateurs. Sa disparition laisse la résistance sans son principal lien avec la France libre. À partir de là, les tensions augmentent entre De Gaulle et les secteurs communistes, renforcés par l'avancée soviétique. L'affaire Hardy reste non résolue. Bien qu'il ait été poursuivi après la guerre, il n'a jamais été reconnu coupable. Les versions sur l'identité du dénonciateur varient, mais les circonstances autour de la réunion de Lyon
maintiennent son nom comme la principale énigme. Aucun document concluant n'a été trouvé et les témoignages disponibles ne permettent pas d'établir des responsabilités directes. En décembre 1964, les restes de Jean Moulin sont transférés au Panthéon de Paris. Le président de Gaulle préside la cérémonie et le discours est prononcé par André Malraux. Sa figure est consacrée comme symbole de la résistance française, bien que l'identité du responsable de sa capture ne soit jamais confirmée. La chambre d'ambre, le trésor qui disparaît avec les nazis. En 1941, les soldats allemands emportent de Saint-Pétersbourg la célèbre chambre d'ambre. Ce salon, considéré comme un joyau du baroque européen, avait été construit par des artisans prussiens au XVIIIe siècle et offert par Frédéric Guillaume à Pierre le Grand. En pleine guerre, les nazis la démontent dans l'intention de l'inclure dans le musée personnel que Hitler projetait à Linz, mais elle n'apparaît jamais à cet endroit ni ailleurs. 80 ans après le vol, son emplacement reste inconnu. Au milieu de la retraite allemande, la chambre est envoyée de Riga à Kaliningrad. Là, l'historien Alfred Rode l'étudie pendant un temps. Certains pensent qu'il décide de la cacher. Rode, spécialiste de l'ambre, reste en ville pendant les derniers mois de la guerre, et certains affirment qu'il la garde sous clé. Une autre version évoque sa destruction lors des bombardements britanniques sur la ville, ou durant l'entrée de l'armée rouge en 1945. Les pièces ne réapparaissent jamais complètes, bien que des fragments isolés comme une commode en ambre ou une mosaïque florentine réapparaissent des décennies plus tard en Allemagne. Au fil des ans, des recherches ont été menées dans des tunnels, bunkers et mines. Une expédition en mer Baltique affirme que le navire qui la transportait a été coulé par une torpille soviétique, mais les recherches n'ont trouvé aucune trace. Certains suggèrent son transfert aux États-Unis, bien que sans preuve. Le mystère demeure entier. Au palais de Catherine, où elle se trouvait à l'origine, une réplique exacte est construite entre 1979 et 2003, utilisant de l'ambre de la côte baltique. La restauration emploie plus de 1000 kilos de ce matériau pour couvrir 3 de ces 4 murs. Aujourd'hui, des milliers de visiteurs parcourent la salle reconstruite, qui conserve l'atmosphère lumineuse de l'original. La réplique est inaugurée par les présidents de la Russie et de l'Allemagne, avec l'intention de refermer une blessure symbolique. Pendant ce temps, des historiens russes et allemands continuent de revoir des archives et des lieux cachés. L'énigme sur ce qui est arrivé à la chambre originale reste intacte. Personne ne peut garantir si elle est détruite, enterrée ou conservée dans un endroit inconnu. Coïncidence numérique avant Pearl Harbor. 75 ans après l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, survenue le 7 décembre 1941, un détail étrange persiste. Bien que les études aient couvert les aspects militaires, diplomatiques et personnels de ce jour-là, certains éléments demeurent obscurs. L'un des plus commentés est une annonce parue dans le magazine The New Yorker peu avant l'attaque. Le 20 novembre de cette année-là, une publicité intitulée « Attention, avertissement, alerte » fut publiée, montrant plusieurs personnes dans un abri souterrain, passant le temps en jouant aux dés. Le texte suggérait de se préparer à une longue nuit d'hiver dans un abri et recommandait d'inclure parmi ses affaires un jeu appelé The Deadly Double. Cette annonce principale était accompagnée de 6 versions plus petites réparties dans la même édition, toutes illustrées par des dés. On y voyait les nombres 12 et 7, ce qui attira par la suite l'attention de certains membres du renseignement. Pendant la guerre, le pilote naval Joseph Bell entendit un officier des services secrets affirmer que certains pensaient que cette publicité cachait un message codé. Selon ce récit, le matériel avait été remis en personne au siège du magazine et payé en espèces. Les enquêtes officielles ne donnèrent aucune piste utile. Des années plus tard, l'historien Craig Nelson reprit cette histoire dans ses recherches pour son livre Pearl Harbor, From Infamy to Greatness. Il retrouva des mentions de l'affaire dans des archives des années 50 et observa que le FBI avait déjà exploré plusieurs pistes sans résultat. Nelson lui-même estimait que les dés pouvaient représenter bien d'autres combinaisons possibles et pas nécessairement une date. Il admettait toutefois que la publicité demeurait singulière. Avec le temps, on découvrit que le jeu de Deadly Double existait bel et bien qu'aucune preuve ne soit venue confirmer un lien avec l'événement de Pearl Harbor. Certains lecteurs retrouvèrent des références au produit expliquant son origine comme simple divertissement, ce qui atténua en partie la rumeur. Néanmoins,
Le fait que les chiffres correspondent à la date de l'attaque et que le texte fasse référence aux abris anti-aériens continue de laisser place au doute. La mort de Raoul Wallenberg. Raoul Wallenberg, diplomate suédois reconnu pour avoir sauvé des milliers de Juifs à Budapest, est arrêté par des troupes soviétiques le 17 janvier 1945. À partir de ce moment, il disparaît. En 1957, Moscou affirme qu'il est mort d'une crise cardiaque à la prison de Lubyanka le 17 juillet 1947 et que son corps a été incinéré sans autopsie. La note provient du médecin de la prison, mais aucune autre preuve n'accompagne le rapport. La famille de Wallenberg et le gouvernement suédois contestent cette version. Des témoignages ultérieurs affirment qu'il est resté en vie dans les camps du Goulag pendant de nombreuses années. Certains prétendent même l'avoir vu dans les années 1980. Aucun document officiel soviétique ne permet de confirmer ni sa mort, ni sa localisation exacte après son arrestation. Des documents déclassifiés indiquent que des hauts responsables tels que Staline, Molotov et Abakoumov seraient impliqués. Une théorie suggère qu'il est mort lors d'un interrogatoire ou exécuté directement. Bien qu'en 2000, la Russie ait reconnu sa responsabilité, elle n'a pas fourni de dossier permettant de clarifier les faits. Aucun registre n'atteste non plus de ce qui lui est arrivé après 1945. En 1989, les autorités soviétiques ont remis à sa famille son passeport et son journal, conservés dans des archives secrètes. Cette remise a renforcé les doutes quant à sa mort présumée en 1947. En 2016, la Suède l'a déclaré légalement mort, fixant la date symbolique au 31 juillet 1952, 5 ans après sa supposée disparition. Les efforts pour déclassifier des dossiers essentiels ont été partiels. De nombreuses demandes ont été rejetées ou ont reçu des réponses sans information précise. Les versions les plus récentes reposent sur des mémoires d'anciens membres du KGB affirmant que Wallenberg n'a jamais quitté le système carcéral soviétique et que son exécution a été décidée par le cercle proche de Staline. Malgré des décennies d'enquête, ni le lieu de ses restes ni la cause finale de sa mort ne sont confirmés. Son cas est devenu un symbole des disparitions forcées sous les régimes totalitaires. Aujourd'hui encore, le destin de Raoul Wallenberg reste irrésolu et son histoire continue de susciter de nouvelles recherches à la quête d'une vérité enfouie dans les archives de l'après-guerre. Le voyage de Rudolf Hess en Écosse. Une nuit de mai 1941, un fermier écossais découvre un avion allemand écrasé et son pilote, qui se présente comme Alfred Horn. Mais le visiteur n'est pas un aviateur ordinaire. C'est Rudolf Hess, l'un des dirigeants du régime nazi, proche collaborateur de Hitler depuis ses débuts. Il rejoint le parti en 1920, participe à la tentative de coup d'État, l'accompagne en prison et retranscrit le manifeste idéologique qui marquera le Troisième Reich. Dans la hiérarchie du pouvoir, seul Hermann Göring le surpasse. Hess effectue un vol solitaire de Munich à l'Écosse à bord d'un chasseur Messerschmitt, traversant la mer du Nord par une nuit nuageuse et sans visibilité. Sa destination est Dungavel House, propriété du duc de Hamilton, qu'il croit favorable à un pacte de paix. Il tente de le rencontrer dans l'espoir que la Grande-Bretagne accepte un accord avec l'Allemagne en échange de la domination continentale. Mais Hamilton, officier loyal au Royaume-Uni, rejette toute proposition. La mission échoue dès le départ. Hitler, selon des témoins, réagit avec fureur en apprenant le vol. Joseph Goebbels craint que les Britanniques ne s'en servent comme propagande, tandis qu'Albert Speer l'entend crier, déconcerté par les conséquences politiques possibles. Hess, lui-même, désespéré, tente de se suicider dans sa cellule peu après. Pendant des années, il reste prisonnier britannique puis est transféré au procès de Nuremberg, où il est condamné à la prison à vie. Il passe plus de 40 ans enfermé dans la prison de Spandau, unique détenu durant plus de 20 ans, jusqu'à sa mort à l'âge de 93 ans. Les autorités déclarent qu'il s'est suicidé, mais son fils et beaucoup d'autres insistent sur le fait qu'il a été assassiné pour le réduire au silence. La théorie la plus débattue est de savoir s'il a agi de sa propre initiative ou avec l'accord de Hitler. Des documents retrouvés à Moscou suggèrent que le dictateur a reçu une lettre explicative le lendemain du vol. Son aide, Karl-Heinz Pinch, écrit que la mission visait à obtenir un pacte ou la neutralité britannique face à l'invasion imminente de l'Union soviétique. Mais les archives britanniques contredisent cela, montrant qu'ils l'ont traité comme un émissaire isolé. À ce jour, certaines pièces clés du dossier restent secrètes.
l'épée de l'islam de Mussolini. En mars 1937, Benito Mussolini se rend en Libye, une colonie sous contrôle italien, et reçoit un cadeau cérémonial lors d'un événement soigneusement orchestré par son appareil de propagande. Une épée décorative appelée l'épée de l'islam, destinée à renforcer son image d'allié du monde arabe. L'objet est remis dans l'oasis de Bugara, près de Tripoli, par le chef berbère Youssouf Kerbiche. Pendant l'événement, une photographie célèbre est prise où Mussolini apparaît à cheval tenant l'épée, mais l'image est modifiée. Un soldat tenant les rênes est effacé à l'aérographe. 1 an plus tard, une statue avec cette même pose est érigée à Tripoli. L'épée, bien que présentée comme une pièce arabe, est fabriquée à Florence et son existence a un but propagandiste. Le régime italien s'est rapproché depuis des années du monde arabe, tentant de montrer une affinité culturelle et politique. Depuis 1934, la station Radio Bari diffuse des programmes en arabe destinés à l'Afrique du Nord et à la péninsule arabique. Avec la guerre d'Abyssinie, cette politique est renforcée, et de nombreux Arabes montrent de la sympathie envers l'Italie, considérant l'empereur éthiopien comme un oppresseur musulman. Dans ce contexte, le dictateur italien se proclame défenseur de l'islam. L'épée disparaît 6 ans plus tard, en juillet 1943, après la chute du régime fasciste. Rachel Mussolini, épouse du dictateur, affirme que la pièce a été volée par des groupes antifascistes à l'intérieur d'une vitrine située dans leur résidence privée de Rocca di Caminate, une forteresse utilisée par la famille. Depuis lors, aucune trace vérifiable de son emplacement n'a été retrouvée. Aucun inventaire officiel ne permet de retracer sa localisation actuelle et l'objet n'a jamais été récupéré. Actuellement, l'épée est considérée comme l'une des pièces symboliques les plus énigmatiques du régime de Mussolini. Elle reste classée comme disparue et figure dans les registres historiques comme faisant partie du patrimoine perdu après l'effondrement du fascisme. Certains auteurs étudiant la relation entre l'Italie et le monde islamique ont abordé le cas dans leurs travaux, sans réussir à confirmer si l'épée existe toujours ou si elle a été détruite après le pillage. Le destin exact de ce symbole politique reste non résolu. L'homme de Pékin, fossile perdu. Dans les années 30, une équipe internationale d'archéologues localise, au sud de Pékin, les restes d'un ancien hominidé sur le site de Zhoukoudian. Les scientifiques nomment cet exemplaire Homo erectus pekinensis et estiment son âge entre 300 000 et 500 000 ans. Cette découverte représente une pièce clé pour comprendre l'évolution humaine en Asie et devient un emblème de la paléoanthropologie du XXe siècle. Avec l'avancée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, les autorités chinoises, avec le soutien des États-Unis, décident de sortir les fossiles du pays pour les mettre en sécurité. En 1941, du personnel de l'armée américaine emballe les restes originaux pour les envoyer par mer de Qinhuangdao vers l'Amérique. En pleine guerre, la route s'effondre. Le chargement disparaît sans laisser de traces. Des décennies plus tard, un ancien soldat américain affecté à cette même base assure avoir vu des caisses enterrées avec des os dans cette zone durant les jours précédant la prise communiste. Ce témoignage attire l'attention de plusieurs chercheurs. L'un d'eux, le Sud-Africain Lee Berger, publie une étude avec des collègues chinois de l'Institut de paléontologie. Selon leurs conclusions, les restes pourraient encore se trouver sous le sol, juste dans un parking moderne de Qinhuangdao, construit sur l'ancienne installation militaire sino-américaine. Les gouvernements de la Chine et des États-Unis ont lancé plusieurs opérations de recherche. Ils ont aussi offert d'importantes récompenses à quiconque réussirait à localiser les fossiles, sans succès jusqu'à aujourd'hui. Certaines hypothèses suggèrent qu'ils auraient pu être volés par des troupes japonaises. D'autres soupçonnent qu'ils sont entre les mains de contrebandiers du marché noir. Le sort de ces restes reste une énigme. Bien que les originaux soient perdus, les scientifiques continuent à travailler avec des moules précis faits avant leur disparition. Sur le site de Zhoukoudian, aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, on continue à trouver des fragments, bien qu'aucun ne soit aussi complet que les premiers. Le mystère des os de l'homme de Pékin reste ouvert. Selon des études récentes, il pourrait être caché sous une zone urbaine ordinaire, invisible sous une surface de béton. Les caisses, si elles existent, attendent en silence sous les voitures, comme si le passé le plus lointain de l'humanité refusait encore d'être restitué. La bataille de Los Angeles.
Dans la nuit du 25 février 1942, les sirènes d'alerte retentissent dans tout le comté de Los Angeles. 3 mois seulement se sont écoulés depuis l'attaque de Pearl Harbor et l'atmosphère en Californie est chargée de tensions. Les autorités activent le protocole en cas de bombardement possible. La ville est plongée dans l'obscurité à cause d'une coupure de courant obligatoire. Des troupes armées de canons anti-aériens prennent position. Pendant 1 heure, de 3 à 4 heures du matin, des canons et des mitrailleuses tirent sans arrêt vers le ciel. Les faisceaux des projecteurs illuminent le ciel nocturne. Des milliers de projectiles traversent l'air. La population observe avec peur depuis leur maison. Pourtant, aucun avion n'est visible. Il n'y a que de la fumée et des éclairs au-dessus de la ville. Le colonel John G. Murphy, à la tête d'une unité d'artillerie, déclare ensuite qu'aucun aéronef, ennemi ou allié, n'a été détecté. 5 personnes meurent pendant l'événement, certaines à cause des éclats d'obus, d'autres de crises cardiaques liées au chaos. Dans les jours suivants, les journaux appellent cet événement la bataille de Los Angeles. Les images des projecteurs pointant vers le ciel et les rapports de tirs massifs remplissent les titres. La version officielle indique qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Le secrétaire à la marine, Frank Knox, affirme qu'il s'agit d'une réaction provoquée par l'atmosphère de peur généralisée. Il attribue cela au fameux « nerf de guerre », un phénomène qui affecte aussi bien les civils que les troupes. L'explication rassure une partie de la population. Cependant, d'autres commencent à se demander si quelque chose de plus s'est produit. Avec le temps, des théories alternatives émergent. Certains croient que cette nuit-là, les militaires ont ouvert le feu sur quelque chose d'inconnu. L'hypothèse d'un ballon météo égaré en haute altitude est avancée dans les années 1980 comme cause probable. Pourtant, pour certains groupes d'études ufologiques, cet objet ne correspond à rien de terrestre. Les documents de l'armée de l'air des États-Unis conservent le rapport de l'incident. À ce jour, les archives reconnaissent que l'alerte ne s'est pas basée sur une attaque réelle. Ce qui s'est passé cette nuit-là continue de susciter des doutes. Pour beaucoup, ce fut un épisode d'hystérie collective. Pour d'autres, le ciel de Los Angeles a caché quelque chose qui n'a pas été complètement expliqué. Subhas Chandra Bose et sa possible évasion. Les autorités japonaises rapportent que Subhas Chandra Bose est décédé le 18 août 1945 à la suite d'un accident d'avion à Taïwan et que son corps a été incinéré peu après à l'hôpital de Taihoku. Cependant, aucun observateur externe ne confirme cette version. Le seul survivant direct de l'incident supposé, le colonel Habibur Rahman, évite de communiquer officiellement la nouvelle à ses supérieurs de l'armée nationale indienne ou à ses collègues à Bangkok, Singapour, Saigon ou Tokyo. Ce silence est impossible à justifier, sauf s'il était impliqué avec des officiers japonais dans une opération clandestine d'évasion organisée par Bose. Aucun document officiel de l'accident supposé n'existe. Bien que le Japon contrôle Taipei jusqu'à fin octobre cette année-là, et qu'une mission de renseignement britannique dirigée par Finney enquête sur l'affaire en septembre, il n'y a aucune trace d'examen des archives de l'aéroport. Une lettre datée de juin 1956, signée par le chef de la section asiatique du ministère japonais des Affaires étrangères, confirme qu'aucune enquête formelle n'a été menée pour élucider l'accident jusqu'alors. Ce manque total de preuves renforce l'hypothèse d'une disparition intentionnelle. Le 20 août 1945, 2 jours après le supposé crash, un message de l'état-major japonais sous le commandement de Hikari Kikan indique que T, le nom de code de Bose, est mort dans un accident et que le corps a été transféré à Tokyo par des troupes de Formose. Cette affirmation contredit la version officielle selon laquelle les restes auraient été incinérés à Taihoku. Un témoignage important provient de S.A. Ayer, ancien ministre de la propagande du gouvernement provisoire des Azad Hind. Il raconte que la première fois qu'il entend parler de la mort de Bose, c'est le 20 août, lorsque le vice-amiral Shuda de la marine japonaise le mentionne à l'aéroport de Saigon. Plus tard, déjà en vol vers le Japon, il reçoit une autre version du colonel Tada. Selon lui, l'avion de Bose s'écrase le 18 août à Taihoku, le leader est gravement blessé et meurt cette même nuit, tandis que Habibur Rahman survit avec des blessures légères et est admis à l'hôpital. Ayer répond que les Indiens, tant en Asie que dans leur pays, n'accepteraient pas cette explication sans preuve visible. Il demande à se rendre à Taihoku pour voir le corps, mais ne reçoit jamais d'autorisation.
L'absence de documents officiels, le silence du seul survivant et le refus de montrer les restes empêchent de clore le dossier. Les procès-verbaux officiels laissent ouverte la possibilité que Bose ait simulé sa mort. Le doute demeure non résolu. Où était réellement Subhas Chandra Bose après le 18 août 1945? Les soldats britanniques à Auschwitz. Lors de travaux de conservation de routine dans les ruines d'un ancien bunker situé dans le complexe d'Auschwitz, une équipe d'experts fait une découverte inattendue. Sous les décombres, l'historien polonais Dominik Sinowicz trouve un petit fragment de celluloïd blanc sur lequel sont inscrits au crayon les noms de famille de 17 soldats britanniques. Les noms apparaissent en majuscules, accompagnés d'une liste de numéros dans un des coins. 8 d'entre eux sont marqués d'une coche. Au verso du même document, des mots courants en allemand traduits en anglais sont notés, tels que « now »,« never » et « from then ». Cette découverte déconcerte complètement les chercheurs. Aucune source officielle ne mentionne la présence de soldats britanniques dans le camp d'extermination. Certaines hypothèses suggèrent qu'il pourrait s'agir de prisonniers de guerre d'origine juive transférés à Auschwitz depuis d'autres fronts. D'autres avancent qu'ils appartiendraient peut-être à une unité britannique irrégulière liée aux forces de l'Axe. Les autorités polonaises confirment l'authenticité de la liste et sollicitent la collaboration des archives militaires du Royaume-Uni pour retracer les noms. L'endroit où le document a été trouvé correspond à l'ancienne zone du sous-camp de Monowitz, une section d'Auschwitz destinée principalement aux prisonniers de guerre, parmi lesquels des Britanniques capturés lors de diverses campagnes. Cependant, la connexion directe entre ce groupe et le camp d'extermination reste à élucider. L'apparition du document se produit parallèlement à une autre découverte isolée dans un mur d'un ancien bâtiment qui servait de dépôt aux gardes du camp. Dans ce cas, les ouvriers trouvent une liste de prisonniers cachés à l'intérieur d'une bouteille scellée dans le mortier. Ces deux découvertes renforcent l'idée qu'il reste des documents cachés dans les structures du site, dont l'interprétation est encore en cours. L'origine des soldats, leur fonction exacte à Auschwitz, et la raison pour laquelle leurs noms apparaissent ensemble sur cette feuille restent sans explication. Le mystère demeure entier. L'équipage disparu du dirigeable L-8. Le 16 août 1942, le dirigeable L-8 de la marine américaine décolle de l'île artificielle Treasure Island, dans la baie de San Francisco, dans le cadre d'une mission de surveillance de la possible présence de sous-marins japonais au large de la côte Pacifique. À bord se trouve le lieutenant Ernest DeWitt Cody et l'enseigne Charles Ellis Adams, tous deux pilotes expérimentés de dirigeables. L'aéronef, un ancien ballon promotionnel de Goodyear adapté à un usage militaire, fait partie de l'escadrille de patrouille aérienne déployée après l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Pendant la première heure et demie de vol, les rapports indiquent une situation normale. À 7h50 du matin, Cody et Adams communiquent par radio qu'ils ont détecté une nappe de pétrole à la surface de l'eau, possible signe d'un sous-marin ennemi. Ils annoncent qu'ils vont enquêter. C'est la dernière fois que le contact est établi avec l'équipage. Quelques heures plus tard, le dirigeable apparaît au-dessus de la ville de Daly City, en Californie, descendant hors de contrôle. L'appareil, déjà partiellement dégonflé, frôle les toits, traîne des câbles électriques et finit par s'écraser dans une rue résidentielle. Les pompiers et la police arrivent immédiatement sur les lieux. Lorsqu'ils ouvrent la cabine de pilotage, ils découvrent que le dirigeable est vide. Aucune trace de feu ni de lutte. Les commandes sont intactes, la radio fonctionne parfaitement et les parachutes sont en place. La seule chose manquante sont les 2 membres de l'équipage et leur gilet de sauvetage, communément appelé Mae West. Cependant, il est habituel que les pilotes les portent en vol, donc leur absence n'est pas concluante. La disparition crée de la confusion dans les premières heures. Une base militaire proche informe à tort que le L-8 a atterri et que ses occupants sont en sécurité. Mais cette information est rapidement démentie. En réalité, plusieurs témoins civils ont vu le dirigeable descendre sans membre d'équipage. Certains affirment avoir vu 3 hommes à bord. D'autres disent avoir vu des parachutes se déployer, mais aucune version n'a pu être vérifiée. Le dirigeable avait survolé des zones peuplées et a été suivi par de nombreux passants qui décrivaient son apparence comme une saucisse déchirée, flottant sans direction. La police a tenté de confisquer les photographies prises par des curieux.
ce qui a encore renforcé les spéculations. Parallèlement, la marine organise des recherches intensives dans les eaux environnantes, suspectant que les 2 pilotes aient pu tomber accidentellement à la mer. On envisage même la possibilité qu'ils aient été récupérés par un navire gardant le silence radio pour des raisons tactiques. Aucun corps ni signe ne sont retrouvés et le mystère demeure. Bien qu'une des charges anti-submersibles lancées ait été récupérée, aucun autre indice physique n'aide à reconstituer les événements. Au cours des décennies suivantes, toutes sortes d'hypothèses ont été avancées. Certains pensent qu'ils ont été capturés par l'ennemi ou assassinés par un passager clandestin. D'autres suggèrent une bagarre entre eux ou même une désertion planifiée. Des théories extrêmes émergent aussi, comme une possible abduction. L'explication la plus acceptée est que l'un des hommes est sorti de la cabine pour effectuer une réparation et est tombé à l'océan, et que l'autre, en tentant de l'aider, est lui aussi tombé hors de l'appareil. Toutefois, cette théorie n'explique pas pourquoi aucun des deux n'a utilisé la radio fonctionnelle pour demander de l'aide, ni laisser de traces. Plusieurs experts, comme l'historien de l'aviation Dan Grossman, soutiennent qu'un marin entraîné n'abandonne jamais son appareil sans raison urgente, ce qui remet en question cette hypothèse. Le dirigeable L-8 est réparé et continue à être en service pendant la guerre. Il retourne ensuite chez Goodyear, où sa cabine est réutilisée dans un autre modèle, puis il rejoint la collection du Musée national de l'aviation navale à Pensacola, en Floride. L'histoire reste cependant non élucidée. À ce jour, personne n'a pu expliquer ce qui est arrivé à Cody et Adams après leur décollage ce matin-là. Le dirigeable, surnommé par la presse le dirigeable fantôme, devient un symbole d'un mystère non résolu en pleine Seconde Guerre mondiale. Après avoir examiné chacun de ces épisodes, il est clair que les informations existantes laissent encore des questions sans réponse. Il ne s'agit pas de rumeurs ni d'histoires construites avec le temps, mais d'événements documentés dont l'interprétation reste ouverte. Tant que de nouveaux éléments n'apparaîtront pas, ces 25 points précis resteront dans cette zone où l'histoire reste inachevée.